Conduite accompagnée sur France Inter, toutes les nuits du vendredi au samedi à 1h. Nous ne l'avons pas dit, mais vous êtes sur scène au mois de juin, Isabelle Alonso. Vous pouvez nous Oui, parler de l'adaptation de votre livre en One Woman Show, c'est ça? absolument. Ça s'appelle Et encore je me retiens. Je suis sur C'est scène ça. avec mes propres textes, enfin que j'ai un petit peu remanié évidemment pour la scène, Ouais. parce qu'ils ne sont pas forcément faciles à restituer comme ça, tels qu'ils ont été écrits. Mais voilà, c'est une expérience nouvelle pour moi que d'être sur scène, toute seule. Comme Aude, mais pas pareil. Ouais. Non, parce qu'Aude est une vraie comédienne, ça fait une Ouais. différence. Mais moi, je suis sur scène avec mes textes et je commence à y prendre un énorme plaisir. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est Et de vachement quel bien. ordre ce plaisir? Il est de l'ordre de l'échange avec les gens en n'étant pas totalement angoissé parce qu'on est capable de faire ou pas le trou de mémoire et tout. En fait, tous ces, et donc maintenant, je commence à avoir un vrai plaisir à sentir les réactions des gens et puis aller un peu les asticoter. Et donc c'est vachement bien, quoi. Donc je suis au Petit Hébertot en juin et je fais le festival d'Avignon. Ah oui. Et Aude aussi d'ailleurs. Ah, Voilà, c'est on va bien formidable. s'amuser. Isabelle Alonso nous propose un roman, le roman À l'eau de bleu, nouvelle version parue aux éditions Héloïse d'Ormesson. Elle est venue faire sa conduite accompagnée avec la comédienne Aude Léger. Isabelle Alonso, qui dit nouvelle version, dit changements radicaux, j'imagine. Qu'est-ce que vous avez modifié dans le récit? Alors, je sais que Gilles, le père de Kim, quitte le foyer, et ça, ce n'était pas le cas dans la première version. Oui, j'avais fait une version que je trouvais réaliste et donc pessimiste, dans laquelle finalement l'un des principaux personnages se résigne à son sort et l'accepte, à son corps défendant, mais l'accepte. Et puis je me suis dit que non, tiens, après tout, on va faire une fin Mhm. beaucoup plus optimiste. Et dans cette fin beaucoup plus optimiste, le héros fait un choix de vie plus difficile, mais plus intègre. C'est-à-dire qu'il décide de suivre ses propres rêves et ses propres ambitions. Et je trouve que le message est autrement motivant, bien entendu, d'oublier la soumission et l'obéissance pour n'écouter que la petite voix au fond de soi qui dit voilà ce qu'il faut que tu fasses. Tu n'as plus des tonnes de temps, donc vas-y, profites-en. La principale différence dans ce remake, c'est marrant hein, parce qu'au cinéma, ça se fait les remakes. Ouais, Et en littérature, pas tellement. ouais. Dans ce remake, c'est aussi simplement l'écriture. L'écriture est un artisanat, c'est quelque chose qui évolue beaucoup. J'avais très peu écrit quand j'ai écrit la première version. Maintenant, 5 ou 6 livres plus tard, évidemment, je maîtrise davantage l'exercice. J'ai beaucoup plus de distance par rapport à ce que j'écris. Mm. Et donc, je pense que je maîtrise davantage l'outil, quoi. Donc, ça Et mérite d'être relu. C'est ce que vous êtes en train ah de mais vouloir nous dire. c'est même le but de la manœuvre, pour tout vous dire, bien entendu, bien sûr, bien sûr. Isabelle Ceux qui l'ont Alonso, déjà lu, relisez-le, et les autres, lancez-vous. parlez-nous de la reine des forums internet, celle qui se fait appeler Sporanda. Je crois que vous la connaissez. Qui Ah est-elle? oui, oui, oui. Vous parlez de mon site internet, Ouais. isabelle-alonso.com. C'est une fille qui vient participer de temps en temps, qui vient laisser des messages sur mon site, comme d'autres d'ailleurs, Ah, il y qui a sont Saratoga aussi. Saratoga, oui, tout ça sont des pseudonymes de femmes bien réelles qui ne sont pas moi, contrairement à ce que quelqu'un m'a dit un jour. Il m'a dit, mais oh, Je l'ai cru, hein, je c'est l'ai tout cru. toi-même. Ben, je serais drôlement productive hein, Ouais. si c'était le cas. Je serais très très fière de moi. Mais non, ce sont des femmes qui ont du talent, qui tiennent à leur anonymat, mais qui pour autant ont une vraie réflexion, une vraie analyse. Mm. Donc je suis très fière et très ravie de les publier. Il y a dans Roman à l'eau de bleu une scène de viol assez difficile à soutenir et qui me ramène à l'un des blogs de Sporanda. Donc, l'article est daté du 25 avril 2010 et fait référence à l'étude de Lissac et Miller qui ont cherché à répondre à deux questions. Est-ce qu'un nombre important de violeurs non détectés violent plus d'une fois? Est-ce que ces récidivistes non détectés commettent aussi d'autres formes de violence interpersonnelle comme c'est le cas pour les violeurs incarcérés? Alors, l'étude a porté sur un échantillon de 1882 étudiants d'université américaine d'un âge moyen de 26 ans et demi. Et Lissac et Miller ont posé à ce groupe d'étudiants 4 questions. Ces 4 questions, les voici. Première question, vous êtes-vous jamais trouvé dans une situation dans laquelle vous avez essayé d'avoir des relations sexuelles avec une adulte en utilisant ou en menaçant d'utiliser votre force physique, lui tordre le bras, l'empêcher de bouger, si elle ne coopérait pas? Deuxième question, avez-vous jamais eu des rapports sexuels avec une personne, bien que cette personne soit non consentante parce qu'elle était trop intoxiquée, alcool ou autre substance, pour résister à vos avances? Troisième question, avez-vous jamais eu de rapport sexuel avec une personne contre sa volonté parce que vous avez utilisé ou menacé d'utiliser votre force physique si elle ne coopérait pas? Et enfin, avez-vous jamais pratiqué une fellation ou un cunnilingus avec une personne contre sa volonté parce que vous avez utilisé ou menacé d'utiliser votre force physique si elle ne coopérait pas? Sur les 1882 étudiants, 120 ont admis qu'ils avaient commis un ou des viols ou tentatives de viol
soit un peu plus de 6% au total, un chiffre probablement inférieur à la réalité, car les données disponibles sur les auteurs de viols détectés mettent en évidence qu'ils sous-déclarent le nombre de leurs viols. Isabelle Alonso, Aude Léger aussi, c'est effrayant. Au bas mot, 6% des hommes seraient des violeurs potentiels. Si vous voulez mon véritable avis, je pense que c'est beaucoup plus que ça. Pourquoi ? Parce que en écrivant un roman à l'eau de bleu, j'ai soulevé la question du point de vue, de savoir qui parle. Alors quand les femmes parlent, elles disent une chose, quand les hommes parlent, ils en disent une autre très différente. Évidemment, la perception d'une violence n'est pas la même selon qu'on connaît la personne qui exerce la violence ou celle qui la subit. Voilà pourquoi la parole sur le viol est extrêmement contradictoire. Parce que dans ce cas-là, dans la mesure où les femmes n'ont pas eu la parole pour dire, les hommes n'ont pas eu l'oreille pour entendre. Et donc, ils n'ont souvent pas même conscience de la violence qu'ils sont en train d'opérer, dans les meilleurs des cas. Dans d'autres cas, ils en ont tout à fait conscience et ils s'en foutent complètement. Et même, c'est ça qui est à la source de leur jouissance. Mais on va dire aussi qu'il y a tout un pan des violences sexuelles dans lesquelles nous vivons dans une telle culture de la justification de la violence que beaucoup d'hommes pensent qu'en fait, c'est ça que les femmes désirent. C'est par exemple le message, c'est un message assez général. Et l'intérêt de changer de point de vue, l'intérêt de changer de discours et de faire parler ceux ou celles qui n'ont jamais la parole d'habitude, permet à ceux qui l'ont, mais qui n'ont pas conscience, qui sont les seuls à l'avoir, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais ça leur permet peut-être de comprendre, de prendre conscience. Je pense qu'il y a tout un pan de gens qui sont des gens violents et qui sont irrécupérables, mais je pense aussi qu'il y en a tout un tas qui ne se rendent pas forcément compte. Vous savez, ces justifications de la violence qu'on entend tellement, elle dit non, mais elle pense oui, ou alors un enfant a besoin d'être corrigé, y compris physiquement, ou alors des choses comme ça, qui sont juste des justifications idéologiques d'un abus de pouvoir basé sur la violence, le recours à la violence. Donc voilà, c'est intéressant, c'est une parole intéressante et c'est une parole qu'on n'entend pas suffisamment. Les violences, il faut en parler parce que tout simplement, la seule parole qu'on a entendue à ce sujet pendant des siècles et des siècles était simplement la parole des violents, des violeurs. Aude Léger. C'est atterrant ces chiffres. Et après, c'est sûr que la parole est extrêmement importante dans les cas de violences sexuelles, abus sexuels, d'autant plus important qu'il y a très rarement de témoins en fait. C'est ça qui est extrêmement parole contre parole, c'est la parole d'une femme contre la parole d'un homme. Et c'est pas tout à fait, ça n'a pas tout à fait le même poids. Voilà, c'est pas une parole égalitaire. Voilà, c'est ça qui est un petit peu compliqué. C'est peut-être un peu moins lourd ou en tout cas plus léger. Vous êtes heureuse, vous, que le mot mademoiselle soit banni des formulaires administratifs ? C'est quelque chose que j'ai revendiqué déjà dans Et encore je me retiens, qui est paru en 1995. C'est ce que j'ai lu en préparant l'émission. Donc oui, absolument. Bien sûr que ça me réjouit parce que c'est clairement une terminologie discriminatoire. Alors, que ce soit bien clair, nous parlons ici des formulaires administratifs, c'est-à-dire de quelque chose qui est officiel. Il ne s'agit pas de faire une police du langage dans la manière dont les gens parlent. On ne légifère pas sur la manière dont les gens parlent. L'Académie française essaye depuis des années de donner son blanc-seing à des expressions, mais la langue, c'est la rue qui la fait, c'est les gens qui la parlent, qui la font. Donc on ne va pas dire aux gens, ah non, faut pas dire mademoiselle. On dit bien ce qu'on veut. Moi j'aime bien quand on m'appelle mademoiselle. Mais c'est un mot qui en plus est joli, mais c'est un mot qui est porteur de discrimination parce que ça veut dire qu'il y a deux manières de définir une femme, madame et mademoiselle, là où il n'y en a qu'une pour les hommes, et que cette manière de définir les femmes est clairement un signe de leur degré de disponibilité, on va dire. Celle qui est casée et celle qui ne l'est pas, donc celle avec laquelle on peut y aller, puis celle avec laquelle ça va peut-être poser des problèmes. Voilà. Donc des problèmes d'ailleurs vis-à-vis du propriétaire légal de la dame en question. Donc c'est un petit peu suranné tout ça, vous voyez, c'est un petit peu vieux. Mais ça ne veut pas dire que spontanément dans la vie, on est tellement habitué en plus, on dit bien ce qu'on veut, c'est pas le problème. En revanche, dans les formulaires administratifs, fiscaux, etc., là, c'est du grand foutage de gueule. En plus, ça met un foutoir pas possible, ça coûte de l'argent, ça fait des entrées informatiques supplémentaires. Bref, faut arrêter là. Et donc, on arrête, c'est bien. Ça avance doucement, mais ça avance. Je rentre de plein pied dans l'ironie, mais j'insiste un petit peu. Comment vous expliquez qu'au fond, au mot féministe, on accole trop souvent frustré, peine à jouir, qui baissent pas ou qui sont laissés pour compte, qui la ramèneraient moins si on leur jouait plus souvent de la gaudriole? Pourquoi il y a tout cette... Vous oubliez moustachu et lesbienne, normalement. C'est gré de me le rappeler.
Bah, écoutez, ça me paraît assez clair, hein. On n'aime pas trop les gens qui remettent en cause le système tel qu'il est, surtout dans quelque chose d'aussi fondamental que l'identité sexuelle, l'appartenance à un sexe ou à un autre. Bref, voilà, bah, c'est pas forcément c'est la parole dominante et comme ça. Vous savez, des mots méprisants pour les gens qui réagissent, il y en a beaucoup. Ouais. Je vous dis pas les mots méprisants basés sur la race, sur la religion ou sur les origines sociales, ou sur tout ça. Donc pour les femmes, c'est encore pire. Alors pour les féministes qui sont celles des femmes qui récusent leur statut, on a tellement dit du mal des féministes qu'on finit par trouver que c'est un gros mot. Mais enfin, moi, je suis très fière de l'être et très flattée quand on me demande si j'en suis, parce que ce sont les femmes qui font avancer le système. Moi aussi, je suis très fier de l'être. Merci. Aude Léger, vous lui donnez quel sens au mot féministe? Je suis pas très fan de ce mot, je crois. C'est devoir affirmer quelque chose. Enfin, ça m'embête de devoir affirmer. Quelque chose qui devrait couler de Voilà. source, bien Donc, sûr. bon, je sais pas. Moi, je suis pas très féministe, je suis pas très engagée. Alors, je sais pas. Mais moi, j'entends féminin, j'entends aussi des choses positives là-dedans. Enfin, voilà. Je crois que j'ai pas grand-chose à dire sur le mot. Conduite accompagnée sur France Inter. Isabelle Alonso, Aude Léger, nous y sommes. Il est temps de passer à l'interview miroir. Isabelle Alonso, c'est vous qui commencez. Vous posez la question de votre choix à votre invité Aude Léger. Puis Aude Léger vous répond. Puis ensuite, on inversera les rôles. Voilà, on vous écoute. Alors, Aude, tu es une vraie comédienne. Et depuis que moi-même je suis montée sur scène, je me rends compte de ce que ça veut dire. Et je voudrais savoir, à toi qui passes par tellement de nuances quand tu es sur scène, vraiment, on t'accompagne dans tout ce que tu dis et cette extrême sensualité de cette pièce. Enfin, vraiment, je suis très admirative. Je voudrais savoir comment tu te prépares juste avant de jouer et le trac, c'est quoi pour toi? Parce que moi, j'ai toujours l'impression que j'ai pas le trac, sauf qu'il m'arrive des tas de trucs bizarres avant de monter sur scène qui m'arrivent jamais dans la vie normale. Et donc, j'ai toujours l'impression de ne pas avoir le trac du tout. Et toi, comment tu fais? Alors, le trac, je l'ai. Le trac, c'est une boule dans le ventre. Je crois que ça a tout. Enfin, voilà. Ça doit faire pareil à toi, j'imagine. Pas vraiment. Après, ça peut prendre voilà, des formes différentes. Non, mais voilà, le trac, je l'ai. Alors, selon les soirs, c'est différent, c'est plus ou moins fort. Ça dépend de qui il y a dans la salle. Ça dépend de plein de choses, en fait, comment on se sent. Je pense que moi, ma façon d'aborder ça et d'être un peu tranquille par rapport à ça, c'est d'essayer ma devise. Et puis, ma devise aussi, quand je pense à un spectacle, enfin, c'est d'être au présent, en fait. Essayer d'être au présent. Si tu es au présent, tu es avec l'état dans lequel tu es, c'est-à-dire peut-être que tu as mal à la tête, peut-être que tu es fatigué, peut-être que je sais pas quoi. Et du coup, faire avec l'état dans lequel tu es. Ça veut dire que donc tu forceras pas quelque chose, tu seras sincère et tu seras bien, en fait. Voilà. Être au présent, voilà. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer le plus souvent possible, et puis prendre du plaisir. Et ça veut dire aussi que pouvoir faire ça, ça veut dire aussi avoir beaucoup travaillé, en fait, avant. Et par exemple, Chair de poule, avec Jeanne, avec Maëlle, on a beaucoup travaillé, en fait. On a Ça se beaucoup voit. travaillé. Ça se voit parce qu'il y a une espèce de perfection dans le rythme. C'est très précis. Alors, Ouais. j'espère qu'on se dit pas que c'est trop. Non. J'espère que ça se voit pas. Ça, enfin, voilà. Non, justement, ça se voit C'est pas. avoir travaillé pour après transcender ça, en fait. Du coup, être au-dessus d'eux, être au-dessus d'un texte, être au-dessus de interpréter, en fait. Voilà. Alors, ce qu'elle vient de dire, là, toutes ces phrases qu'elle vient de dire, avant de moi-même monter sur scène, j'aurais entendu ça et j'aurais pas vraiment compris ce que ça voulait dire. J'aurais écouté en me disant, ah oui, ah bon, bon. Et alors maintenant, quand j'entends ces phrases-là, je comprends exactement de quoi il est question. C'est-à-dire d'être au présent et d'être dans chaque mot qu'on est en train de dire comme si on le découvrait. Enfin, c'est vraiment incroyable. Alors, en plus, moi, enfin toi aussi d'ailleurs, mais je dis un texte que j'ai écrit moi-même, donc je suis pas dans la totale surprise non plus. Mais c'est incroyable comment on peut à chaque fois, je sais pas, renouveler comme si on le découvrait, quoi. Enfin, c'est vraiment intéressant.